Voici le script complet, entièrement réécrit en français de France Standard, français correct, fluide, sans anglicismes inutiles ni erreurs du texte original, sans aucun titre, en tête ou marqueur de temps. J'ai corrigé les fautes, harmonisé le style narratif et supprimé les appels à l'action YouTube pour en faire un texte narratif pur et continu. C'était un samedi soir de novembre à Paris, dans l'un des hôtels particuliers les plus prestigieux du 16e arrondissement, quand Béatrice de Montfort, veuve d'un magnate de l'immobilier et connue dans les cercles mondains pour son mépris affiché envers ce qu'elle appelait les petites gens, envoya une invitation à son chauffeur personnel, Julien Marchais, pour qu'il assiste à son gala annuel de bienfaisance. Julien, âgé de 32 ans, travaillait pour la famille de Montfort depuis 4 ans. Il conduisait madame à ses rendez-vous, supportait en silence ses humiliations quotidiennes et vivait d'un modeste salaire dans un petit appartement du 19e arrondissement, où il s'occupait de sa grand-mère malade. Cette invitation n'était pas un geste de générosité, mais le point culminant d'un plan cruel que Béatrice avait élaboré avec ses amis de la haute société parisienne pour ridiculiser le « petit chauffeur » devant l'élite de la capitale. Ce qu'elle ignorait, ce que personne dans ce salon rempli de robes haute couture et de champagne millésimé ne soupçonnait, c'est que Julien Marchais n'était pas celui qu'ils croyaient tous. Car quand il franchit les portes de ce salon ce soir-là, non pas dans son uniforme de chauffeur, mais dans un costume sur mesure qui valait plus que tous les bijoux de Béatrice réunis, et quand le maître de cérémonie annonça son véritable nom et son véritable titre, le silence qui tomba sur l'assemblée fut si profond que l'on aurait pu entendre le cœur de Béatrice de Montfort s'arrêter de battre pendant une seconde entière. Julien Marchais avait commencé à travailler comme chauffeur pour la famille de Montfort exactement 4 ans auparavant. Non pas parce qu'il avait besoin d'argent ou parce qu'il n'avait pas d'autres options dans la vie, mais parce qu'il cherchait à comprendre quelque chose que son père lui avait dit sur son lit de mort et qu'il n'avait jamais vraiment saisi jusqu'alors. Son père, le légendaire industriel Philippe Marchais, fondateur du groupe Marchais Atlantique, l'un des plus grands conglomérats français dans le domaine de l'énergie renouvelable et de la construction navale, lui avait confié dans ses derniers moments que la plus grande erreur de sa vie avait été de ne jamais vraiment connaître les gens qui l'entouraient, de n'avoir vu que des masques et des sourires intéressés, et de mourir sans savoir si quelqu'un l'avait jamais aimé pour lui-même. Philippe lui avait demandé de faire ce qu'il n'avait jamais eu le courage de faire lui-même, se défaire de son nom, de sa fortune et de son pouvoir pendant quelques années, et voir le monde à travers les yeux de ceux qui n'ont rien, pour comprendre enfin ce que signifie être vraiment humain dans un monde où l'argent déforme tout. Julien avait d'abord résisté à cette idée, la trouvant romantique et naïve. Mais après la mort de son père et après avoir passé 2 ans à diriger l'empire familial entouré de flatteurs et d'opportunistes, il avait compris ce que Philippe avait voulu dire et il avait décidé de tenter l'expérience. Il avait confié la gestion du groupe à son conseil d'administration, fait disparaître son nom des médias, loué un petit appartement dans un quartier populaire de Paris et s'était fait embaucher comme chauffeur chez plusieurs familles de la haute bourgeoisie parisienne, cherchant à voir leur vrai visage quand il pensait que personne d'important ne les regardait. Chez les de Montfort, il avait trouvé l'exemple parfait de tout ce que son père avait voulu lui montrer, la cruauté déguisée en élégance, le mépris habillé de bonne manière et l'inhumanité totale de ceux qui ont tout envers ceux qui n'ont rien. Béatrice de Montfort le traitait comme un objet, pas comme un être humain. Elle lui parlait comme si elle s'adressait à un meuble, l'ignorait complètement quand elle était au téléphone avec ses amis ou quand elle recevait des invités dans sa voiture, comme s'il était sourd ou comme s'il n'existait tout simplement pas. Elle critiquait sa façon de conduire, sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon de respirer même, trouvant toujours quelque chose à redire, toujours une raison de le rabaisser et de lui rappeler qu'il n'était rien comparé à elle et à son monde de privilèges. Quand il arrivait à l'heure, elle se plaignait qu'il était trop en avance et qu'il la dérangeait dans sa préparation matinale. Et quand il arrivait une minute plus tard à cause des embouteillages parisiens qu'il ne pouvait pas contrôler, elle menaçait de le renvoyer sur le champ et de s'assurer qu'il ne retrouve jamais de travail dans toute la ville. Elle ne l'appelait jamais par son prénom, préférant utiliser « le chauffeur » ou, parfois, quand elle était de particulièrement mauvaise humeur, celui-là, en le désignant d'un geste méprisant de la main comme s'il était un objet encombrant dont elle devait malheureusement supporter la présence. Une fois, pendant un hiver particulièrement rigoureux, elle l'avait laissé attendre 5 heures dans la voiture sans chauffage pendant qu'elle déjeunait tranquillement dans un restaurant étoilé avec ses amis.
Et quand il avait osé lui envoyer un message pour demander s'il pouvait au moins acheter un café pour se réchauffer, elle lui avait répondu qu'il était payé pour attendre et qu'il devait apprendre à rester à sa place. Julien avait tout supporté sans jamais se plaindre, sans jamais répondre aux provocations, sachant que chaque humiliation était une leçon, chaque mépris une confirmation de ce que son père avait voulu lui montrer sur la vraie nature de ces gens qui se croyaient meilleurs que les autres, simplement parce qu'ils possédaient plus d'argent et plus de propriétés. L'idée du gala de bienfaisance était venue de Geneviève de la Rochefoucauld, la meilleure amie de Béatrice et une femme encore plus cruelle, si c'était possible, qui avait fait de l'humiliation des petites gens son passe-temps favori depuis des décennies. Geneviève avait proposé qu'elles organisent quelque chose de mémorable pour leur gala annuel, quelque chose qui les ferait rire pendant des mois et qui montrerait à tous leurs invités qu'elles avaient encore le sens de l'humour. Malgré leur âge et leur position sociale, son idée était simple et diabolique, inviter le chauffeur de Béatrice, ce pauvre Julien qui semblait si docile et si reconnaissant d'avoir un emploi, lui faire croire qu'il s'agissait d'une récompense pour ses années de service fidèle, et ensuite l'humilier publiquement devant les 300 invités les plus influents de Paris. Elles avaient tout prévu dans les moindres détails avec une précision qui aurait été admirable si elle n'avait pas été mise au service d'une telle cruauté, un serveur maladroit qui renverserait du vin rouge sur son costume bon marché, une invitée qui lui demanderait innocemment s'il n'avait pas confondu l'entrée de service avec l'entrée principale, et le clou du spectacle, un discours de Béatrice elle-même dans lequel elle remercierait publiquement son dévoué serviteur, tout en le couvrant de condescendance et de mépris à peine voilés. Elles avaient même engagé un photographe pour capturer le visage de Julien dans ces moments de plus grande honte, des photos qu'elles comptaient ensuite partager entre elles et afficher dans leur groupe privé sur les réseaux sociaux comme trophée de leur cruauté. Les autres dames de leur cercle avaient applaudi ce plan avec enthousiasme, chacune ajoutant sa propre suggestion pour rendre l'humiliation encore plus complète et plus douloureuse. Aucune d'entre elles ne soupçonnait que Julien savait tout depuis le début. Charlotte, la femme de chambre de Béatrice, une jeune femme de 28 ans que Julien avait toujours traitée avec respect et gentillesse, malgré sa position supposément supérieure à la sienne dans la hiérarchie des domestiques, avait surpris la conversation des dames et s'était empressée de le prévenir. Elle avait les larmes aux yeux en lui racontant ce qu'elle avait entendu, honteuse pour sa patronne et inquiète pour Julien, qu'elle considérait comme un ami et comme l'une des rares personnes décentes qu'elle avait rencontrées dans ce monde de faux semblants et de cruauté ordinaire. Julien l'avait écoutée calmement, l'avait remerciée pour son courage et sa loyauté, et lui avait dit de ne pas s'inquiéter, que tout irait bien et qu'elle serait bientôt témoin de quelque chose qu'elle n'oublierait jamais de toute sa vie. La semaine précédant le gala, Julien mit en place les derniers éléments de son propre plan, un plan qu'il avait commencé à élaborer dès le premier jour de son emploi chez les de Montfort, sachant que tôt ou tard l'occasion se présenterait de révéler la vérité. Il contacta son avocat à Genève, Maître Rousseau, qui gérait sa fortune depuis la mort de son père et qui était l'un des rares à connaître sa véritable identité, pour lui demander de préparer tous les documents nécessaires à prouver qui il était vraiment. Il appela son ami d'enfance, Alexandre de Bourbon-Parme, un véritable prince de sang royal avec qui il avait partagé les bancs de l'école à Genève et les couloirs de Sciences Po à Paris, et lui demanda de l'accompagner au gala comme témoin et comme soutien moral. Alexandre, qui connaissait l'expérience que Julien menait depuis 4 ans et qui l'admirait pour son courage et sa persévérance, accepta immédiatement et promit d'être là à l'heure dite, habillé de façon à ce que personne ne puisse douter de son identité et de sa position dans le monde. Julien se rendit ensuite chez le tailleur le plus prestigieux de Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, le même tailleur qui habillait les présidents de la République et les chefs d'État étrangers lors de leur visite officielle, et commanda un costume sur mesure qui devait être prêt pour le samedi soir. Le tailleur, qui reconnut immédiatement le fils de Philippe Marchais malgré les années et malgré le déguisement, ne fit aucun commentaire et promit simplement que le costume serait parfait, digne du nom que Julien portait en secret. Enfin, Julien organisa la présence discrète d'une équipe de tournage d'un magazine télévisé spécialisé dans les scandales de la haute société, une équipe qui filmerait tout le gala en direct et diffuserait les images sur Internet pour que le monde entier puisse voir ce qui allait se passer. Le soir du gala, Julien quitta son petit appartement du 19e arrondissement pour la dernière fois en tant que « Julien le chauffeur », et se rendit à l'hôtel où l'attendait son costume, son ami Alexandre et son nouveau destin. L'hôtel particulier de Montfort brillait de mille feux ce samedi soir de novembre,
Un thé dansant illuminé par des centaines de bougies et de lustres en cristal qui se reflétaient sur les robes de soirée et les bijoux des 300 invités les plus prestigieux de Paris. Béatrice de Montfort se tenait à l'entrée du grand salon, accueillant chaque invité avec un sourire calculé. Et une poignée de mains étudiées, son regard balayant régulièrement la foule à la recherche de son chauffeur qu'elle attendait avec une impatience malsaine. Elle avait prévenu Geneviève et les autres de son cercle que le spectacle commencerait dès l'arrivée de Julien, et tout était positionné stratégiquement autour du salon, leur téléphone prêt à filmer et leur sourire prêt à se transformer en rire moqueur au premier signe de malaise de leur victime. À 20 heures précis, les grandes portes du salon s'ouvrirent et deux hommes entrèrent ensemble, attirant immédiatement tous les regards par leur prestance et leur élégance naturelle. Le premier était Alexandre de Bourbon-Parme, dont le visage aristocratique était connu de tous dans cette assemblée grâce au magazine People et aux reportages télévisés sur les familles royales européennes. Un véritable prince dont la présence à un gala privé était un honneur inestimable et totalement inattendu. Le second était un homme que personne ne reconnut d'abord, un homme grand et distingué dans un costume visiblement sur mesure d'une qualité si exceptionnelle que même les yeux blasés de cette assemblée de riches ne purent s'empêcher de l'admirer, un homme qui se déplaçait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui a l'habitude d'être le plus important dans n'importe quelle pièce où il entre. Quelques invités plus âgés eurent l'impression fugace de reconnaître quelque chose de familier dans ce visage, quelque chose qui leur rappelait un homme qu'ils avaient connu des années auparavant. Mais ils chassèrent cette pensée comme impossible et continuèrent à observer la scène avec curiosité. Les murmures commencèrent à circuler dans l'assemblée. Qui était cet homme mystérieux qui accompagnait le prince Alexandre? Était-ce un aristocrate étranger, un milliardaire américain, un membre d'une famille royale en visite incognito? Béatrice fronça les sourcils, confuse par ces invités inattendus qu'elle n'avait pas reconnus sur la liste, et s'avança pour les accueillir et découvrir qui ils étaient et qui les avait invités. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un seul mot, le maître de cérémonie qu'elle avait engagé pour la soirée s'approcha et demanda l'attention de tous les invités pour une annonce spéciale. D'une voix claire qui résonna dans tout le salon soudainement silencieux, il annonça la présence de Julien-Philippe Marchais, président directeur général du groupe Marchais Atlantique, héritier de l'une des plus grandes fortunes industrielles de France, estimée à plus de 3 milliards d'euros, et philanthrope reconnu pour ses œuvres caritatives dans le domaine de l'éducation et de la santé. Le silence qui suivit cette annonce fut si absolu, si total, que l'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le parquet du salon. Béatrice de Montfort resta figée sur place, son visage passant du rose au blanc puis au gris en l'espace de quelques secondes, ses yeux écarquillés fixés sur l'homme qu'elle avait humilié quotidiennement pendant 4 ans et qui se révélait maintenant être infiniment plus riche et plus puissant qu'elle ne le serait jamais. Julien s'avança vers elle avec un calme parfait, sans colère et sans triomphe dans le regard, simplement avec la sérénité d'un homme qui a accompli ce qu'il s'était proposé de faire et qui n'a plus rien à prouver à personne. Il prit la parole d'une voix posée qui porta jusqu'au dernier rang de l'assemblée stupéfaite, expliquant qu'il avait passé 4 ans comme chauffeur, non pas par nécessité, mais par choix, pour honorer la dernière volonté de son père qui lui avait demandé de découvrir le vrai visage des gens quand il croit que personne d'important ne les regarde. Il raconta les humiliations qu'il avait subies jour après jour. Pendant 4 longues années, les mots blessants qu'il avait entendus et qui s'étaient gravés dans sa mémoire comme des cicatrices invisibles, le mépris quotidien qu'il avait enduré sans jamais répondre et sans jamais se plaindre à personne. Il parla des heures d'attente dans le froid sans qu'on lui propose même un café, des regards de dégoût qu'il recevait quand il osait demander quelque chose, des conversations téléphoniques pendant lesquelles Béatrice le décrivait à ses amis comme un pauvre idiot qui ne sait rien faire d'autre que conduire, en riant de ce qu'elle croyait être ses origines modestes. Il n'avait jamais répondu et n'avait jamais protesté, non pas parce qu'il était faible ou parce qu'il avait peur de perdre son emploi, mais parce qu'il voulait voir jusqu'où pouvait aller la cruauté de ceux qui se croient supérieurs aux autres, simplement parce qu'ils ont plus d'argent sur leur compte en banque et plus de zéros sur leur relevé de fortune. Il expliqua qu'il connaissait le plan de Béatrice et de ses amis depuis le début, que Charlotte l'avait prévenu de tout et qu'il avait décidé de venir quand même, non pas pour se venger, mais pour montrer à tous ces gens la vérité sur ce qu'ils admiraient et qu'ils considéraient comme leur modèle. Puis il se tourna vers les caméras qui filmaient tout depuis le début de la soirée et révéla que ces images étaient diffusées en direct sur Internet, que des centaines de milliers de personnes regardaient en ce moment même et que demain,
toute la France saurait ce qui s'était passé dans ce salon. Geneviève de La Rochefoucauld laissa tomber sa coupe de champagne qui se brisa sur le sol avec un bruit cristallin qui sembla résonner comme un glas dans le silence horrifié du salon. Béatrice ouvrit la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun son ne sortit de ses lèvres tremblantes de façon incontrôlable, tandis que des larmes de honte commençaient à couler sur ses joues maquillées. Les semaines et les mois qui suivirent le gala virent l'effondrement complet de la réputation de Béatrice de Montfort et de son cercle d'amis cruels, un effondrement si spectaculaire qu'il fit la une de tous les journaux et de tous les magazines de France pendant des semaines entières. La vidéo du gala devint virale sur les réseaux sociaux, vue par des millions de personnes à travers le monde, partagée et commentée par des célébrités, des politiciens et des gens ordinaires qui tous exprimaient leur dégoût pour ces femmes riches qui avaient planifié d'humilier un homme qu'elles croyaient sans défense. Béatrice fut ostracisée par la haute société parisienne, exclue de tous les événements mondains, abandonnée par ses amis qui ne voulaient plus être associés à son nom, devenue synonyme de cruauté et d'arrogance, et finit par vendre son hôtel particulier et quitter Paris pour une retraite discrète dans le sud de la France. Geneviève de La Rochefoucauld connut un sort encore pire, son mari, un banquier d'affaires respecté, demanda le divorce après avoir vu la vidéo, horrifié par le comportement de sa femme et soucieux de protéger sa propre réputation et celle de sa banque. Mais pour Julien, ces conséquences n'étaient pas le but de son action, simplement des effets secondaires d'une vérité qui devait être révélée. Ce qui comptait vraiment pour lui, c'était ce qu'il allait faire maintenant qu'il avait accompli la mission que son père lui avait confiée et qu'il avait compris ce que celui-ci avait voulu lui apprendre. Il créa la Fondation Philippe Marché pour la dignité au travail, une organisation qui offrait une aide juridique gratuite aux employés victimes de harcèlement et de mauvais traitements de la part de leurs employeurs et qui menait des campagnes de sensibilisation sur le respect et la dignité dans le monde du travail. Charlotte, la femme de chambre qu'il avait prévenue du plan de Béatrice, au risque de perdre son propre emploi et de se retrouver elle aussi sans ressources, devint la directrice de cette fondation, avec un salaire 10 fois supérieur à ce qu'elle gagnait chez les de Montfort et la satisfaction quotidienne de savoir que son acte de courage et de loyauté avait contribué à quelque chose de grand et de beau qui changeait la vie de milliers de personnes. Elle n'oublierait jamais le jour où Julien lui avait annoncé sa décision, les larmes de joie qui avaient coulé sur ses joues et le sentiment extraordinaire de savoir que sa vie venait de changer pour toujours grâce à un simple geste de bonté et d'honnêteté. Julien reprit officiellement la direction du groupe Marché Atlantique, mais avec une vision nouvelle de son rôle et de ses responsabilités, une vision façonnée par 4 années passées à voir le monde du point de vue de ceux qui n'ont rien. Il instaura dans toutes ses entreprises des politiques strictes de respect envers tous les employés, quel que soit leur niveau hiérarchique, et devint connu dans le monde des affaires français comme un patron qui traitait ses chauffeurs et ses femmes de ménage avec le même respect qu'il accordait à ses directeurs et à ses actionnaires. 30 ans après le gala qui avait changé tant de vies, il épousa, dans une cérémonie intime mais magnifique, une femme qu'il avait rencontrée lors d'un événement de sa fondation, une ancienne serveuse devenue travailleuse sociale, qui s'appelait Marie Dubois et qu'il avait aimée bien avant de découvrir qu'il était milliardaire, simplement pour sa gentillesse naturelle, son humour chaleureux et la lumière qu'elle voyait briller dans ses yeux quand il parlait d'aider les autres. Marie avait d'abord refusé de le croire quand il lui avait révélé sa véritable identité, pensant qu'il plaisantait ou qu'il voulait la tester. Et quand elle avait enfin compris qu'il disait la vérité, sa première réaction n'avait pas été l'excitation ou la joie à l'idée d'épouser un milliardaire, mais la peur de ne pas être à la hauteur de ce monde qu'elle ne connaissait pas. Julien l'avait rassurée en lui expliquant que c'était exactement pour cela qu'il l'aimait, parce qu'elle ne voyait pas son argent, mais son cœur, parce qu'elle l'avait choisi pour qui il était et non pour ce qu'il possédait. Sa grand-mère paternelle, Madeleine Marchais, âgée de 90 ans, la vraie cette fois, car celle du 19e arrondissement avait été une actrice professionnelle engagée pour rendre son histoire de chauffeur pauvre crédible aux yeux de ceux qui auraient pu enquêter sur lui, était assise au premier rang lors du mariage, les yeux brillants de fierté et d'émotion. Elle voyait dans son petit-fils non seulement l'héritier de la fortune considérable que son fils Philippe avait bâtie au cours de sa vie, mais surtout l'héritier de sa sagesse, de sa bonté et de cette humanité profonde qui faisait de lui un homme véritablement riche, bien au-delà de ce que les chiffres de ses comptes bancaires pouvaient jamais mesurer. Et parfois, le soir, quand Julien se promenait dans les jardins de sa magnifique propriété en Normandie,
une ancienne demeure du XVIIIe siècle qu'il avait restaurée avec amour et respect pour son histoire. Il pensait à son père Philippe et à la leçon extraordinaire qu'il lui avait enseignée depuis l'au-delà, une leçon sur la vraie valeur des êtres humains et sur l'importance cruciale de voir au-delà des apparences trompeuses que le monde nous présente. Il pensait aussi à ses 4 années passées comme chauffeur dans les rues de Paris, aux humiliations qu'il avait subies avec patience et dignité, aux regards méprisants qu'il avait endurés sans jamais baisser les yeux intérieurement. Et il savait avec une certitude absolue que sans cette expérience douloureuse, mais formatrice, il n'aurait jamais vraiment compris ce que signifie être invisible aux yeux de ceux qui devraient nous voir comme des égaux. Il avait appris que l'argent peut acheter beaucoup de choses dans ce monde matériel, mais qu'il ne peut jamais acheter le respect véritable, la bonté authentique ou cette lumière intérieure qui distingue les vrais êtres humains de ceux qui ne sont que des accumulations de richesses sans âme et sans cœur. Et chaque fois qu'il recevait une lettre de quelqu'un que sa fondation avait aidé, quelqu'un qui avait retrouvé sa dignité et son espoir grâce à son action, Julien savait que ces 4 années de souffrance silencieuse avaient été le meilleur investissement de sa vie, non pas en action ou en immobilier, mais en quelque chose d'infiniment plus précieux, en compassion, en compréhension et en la certitude absolue que la vraie richesse d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il donne. Si cette histoire t'a rappelé que la vraie richesse ne se trouve pas dans les comptes en banque, mais dans le cœur des hommes, que l'arrogance et la cruauté finissent toujours par trouver leur juste punition et que parfois il faut savoir attendre patiemment le bon moment pour révéler la vérité, alors elle aura rempli sa mission.